Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du WileFox Swift que vous voyez tout de suite devant vos yeux et que je vous ai présenté il y a déjà quelques temps lors de la très traditionnelle vidéo de déballage de la boîte que vous voyez ici. Alors d'ailleurs, ça me permet de vous remontrer un petit peu comment s'écrit WileFox. Vous le voyez, c'est W-I-L-E-Y-F-O-X. Donc voilà, on est bien sur le mobile de la marque WileFox qui s'appelle le Swift. L'un des deux mobiles qui sont commercialisés par la marque. Il y a aussi le Storm qui est un peu plus moyenne gamme. Ici, on est vraiment sur de l'entrée de gamme. On est sur un mobile qui, en janvier 2016, au moment auquel je fais cette vidéo, est commercialisé au prix de 179 € sur la boutique officielle de la marque, qui n'est ni plus ni moins qu'hébergée chez Amazon. Voilà, c'est un espace de vente spécifique WileFox, mais sur Amazon. Et donc, c'est Amazon qui, finalement, théoriquement, devrait gérer la logistique. Quoi qu'il en soit, voilà, vous savez où l'acheter, Amazon, 179 €, prix donc d'un mobile entrée de gamme, qui a malgré tout de bonnes spécifications, mais bien sûr, comme toujours sur un mobile entrée de gamme, eh bien, il faut faire des concessions, parce qu'on ne peut pas tout avoir, pas en 2016, pas encore. Alors la première partie de cette vidéo, ça va être l'esthétique, on va faire le petit tour du propriétaire, mais juste avant ça, j'aimerais aussi resituer un petit peu ce qu'est la marque. WileFox est une marque toute récente, elle a été créée en 2015, un peu une marque créée de toutes pièces, on va dire, notamment par un Américain, ou plutôt un Anglais, pardon, je crois de mémoire. La marque est basée en Angleterre d'ailleurs, et c'est l'ancien directeur général de Motorola UK qui l'a créé, cette fameuse marque. Voilà, donc c'est un ancien professionnel des télécoms, du marché du téléphone, qui a créé cette marque en se servant de son expertise. Voilà, donc c'est une marque, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, créée de toutes pièces et qui propose malgré tout, avec le Swift, un bon premier mobile. Alors on va en parler bien sûr tout au long de cette vidéo, on va vraiment le détailler ce téléphone. La vidéo va durer 20-25 minutes, peut-être 30 minutes. Mais voilà, il y a des choses à dire et on va, voilà, forcément, je vous l'ai dit, on va le détailler tout au long de cette vidéo. Alors, la première partie, comme je vous l'ai dit, c'est l'esthétique. Alors, comme je vous l'ai dit notamment lors de la vidéo de déballage, que je vous engage à regarder, notamment pour savoir ce qu'il y a de données, ce qu'il y a de fourni avec ce téléphone dans la boîte, qui, vous l'aurez remarqué, est une boîte toute petite, et donc le contenu est extrêmement famélique. Donc qu'est-ce que l'on retrouve ici? Alors on a un téléphone qui a donc une face avant complètement noire. Ce téléphone existe en deux déclinaisons couleurs désormais. Il y a le noir et le blanc. Il y a les deux déclinaisons couleurs qui ont été commercialisées. Le blanc, c'est tout récent. Le noir, c'était déjà le cas il y a quelques mois en 2015. Alors on est sur un mobile sur lequel, sur la face avant, il y a un écran de 5 pouces, surmonté d'un écouteur, d'un flash, d'un capteur photo frontal de 5 mégapixels sur lequel je reviendrai. Il y a bien sûr du capteur de luminosité et de proximité et une LED de notification qui est une LED RVB dont vous pouvez changer sa couleur. D'ailleurs, tout est paramétrable via le système d'exploitation qui est cyanogène. Voilà, je vous le dis tout de suite, c'est l'une des forces et originalités de ce mobile, c'est son système d'exploitation. Donc un écran de 5 pouces sur lequel je vais revenir bien sûr d'ici quelques instants. Vous remarquerez que les touches sont tactiles, elles ne sont pas sensitives, donc elles sont intégrées à l'écran. En dessous de l'écran, on n'a strictement rien. Et puis voilà, donc on va faire le tour du propriétaire. Sur son côté gauche, strictement rien non plus. Sur le dessus, jack 3.5 avec entrée micro secondaire. Sur le côté droit, on retrouve un bouton de contrôle de volume plus-moins avec... Ouais, pas vraiment du jeu, mais bon, on sent voilà, que c'est du plastique. Et le bouton on-off, c'est exactement la même chose. Sur le coin inférieur droit, on retrouve une petite fente pour retirer le cache batterie, ce que je vais faire. On retrouve sur la tranche inférieure un écouteur, et c'est un écouteur, pardon, c'est un haut-parleur, voilà, plus précisément, c'est pas un écouteur, c'est un haut-parleur. Donc un haut-parleur ici, et une entrée micro primaire ici. On aurait l'impression ici qu'il y a deux haut-parleurs, c'est faux, il n'y en a qu'un, il est ici, je vais vous le montrer d'ici quelques instants également. On retrouve quoi d'autre? On retrouve le marquage WileFox au dos de l'appareil. Le petit logo WileFox, bien sympathique d'ailleurs, on sent que la marque a un petit peu quand même d'innovation marketing, on va dire, en tout cas de recherche marketing. Le capteur photo, qui lui aussi présente un design assez sympa, et son double flash LED. Alors particularité, vous l'aurez remarqué, le design de la face avant est très tristoun, c'est vraiment assez fade. On est sur un mobile dont la face avant est classique, on va dire. Ce qui fait l'originalité du design de ce téléphone, c'est quand même son dos et son cache batterie, avec un plastique un petit peu texturé, très doux au toucher, c'est très agréable, et qui le rend forcément un petit peu moins glissant. Il prend un peu les empreintes de doigts, bon, malheureusement c'est un peu la contrepartie de ce genre de matériaux, mais c'est du design assez sympa sur le dos, vous voyez, donc c'est assez marrant parce que finalement le dos tranche énormément avec le design très fade, on va dire, de la face avant. Bon, enfin quoi qu'il en soit, le mobile n'est pas moche non plus, au contraire. Alors si on retire le petit cache batterie via la fente que je vous ai montré il y a quelques instants, on retrouve ici deux emplacements pour carte SIM qui sont forcément format micro, on l'imagine. Carte SIM 1, carte SIM 2, l'emplacement de la micro SD ici et l'emplacement de la batterie sur laquelle je reviendrai tout à l'heure lorsque je parlerai de l'autonomie. Voilà, donc cache batterie qui se retire très facilement mais qui se reclipse aussi très facilement. Et une fois qu'il est clipsé, je vous rassure, hop, eh bien ça se comporte très bien. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de problème. Bon.
Ça, c'était pour le tour du design. Petite parenthèse sur l'exemplaire que j'ai reçu. Alors, je ne peux pas vous le confirmer sur tous les exemplaires, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas sur l'exemplaire que j'ai reçu, il y avait un film protecteur collé de série sur ce mobile. Bon, ce qui est quand même pas mal. Autre notion que je ne vous ai pas indiquée au niveau du design, sa vitre avant est une vitre Corning Gorilla 3, donc elle est traitée anti-rayures anti-casse. Malgré tout, elle montre quand même un peu de souplesse. Donc ça veut dire qu'elle est effectivement plutôt traitée anti-rayures, anti-casse soi-disant, mais vous voyez, hein, il y a quand même un peu de souplesse. Je suis en train d'impacter très facilement l'écran qui se trouve derrière. Donc l'un doit être collé à l'autre. Il doit y avoir vraiment très très peu de marge et malheureusement ça donne tout de suite un impact. Voilà, donc c'est du Corning Gorilla 3, c'est ce que revendique le constructeur sur son propre site. Je veux bien les croire, puisque là on est quand même sur une marque anglaise qui ne peut pas se permettre n'importe quoi au niveau de son discours marketing, hein. Il ne peut pas y avoir de mensonges, mais malgré tout je trouve la dalle, la vitre donc extrêmement souple. Au niveau des dimensions, on est sur un téléphone qui est plutôt compact pour un écran de 5 pouces. Hein. Bien sûr, on est sur un smartphone de 5 pouces, donc pour taper les SMS, vaut mieux utiliser ses deux mains, mais ça reste relativement raisonnable avec un téléphone qui fait 14,1 cm de long, qui fait 7,1 cm de large et qui fait 0,9 cm d'épaisseur à son épaisseur la plus large. 135 grammes, c'est le poids de ce téléphone en plastique, ce qui n'est pas trop lourd finalement pour un téléphone qui est, je viens de le dire, complètement en plastique. Et donc ça reste totalement raisonnable. Et totalement normal. On va dire en plus lourd, ça aurait été bizarre. Alors, il y a quelques instants, je vous ai parlé de l'image. Enfin, en tout cas, je vous ai parlé de l'écran. Donc, on va parler de l'image maintenant et notamment du son, puisqu'on va se faire une idée et on va voir si le son est bon et surtout s'il est mono ou stéréo. Et vous allez comprendre qu'il est clairement mono, quoi. Alors, si je lance la petite application favorite, ma petite application favorite, notamment à l'occasion des tests. Enfin bon, pas que, quand même, heureusement. Allez, on va se faire une petite vidéo, Big Bug Bunny, comme d'habitude. 1080p, même si l'écran n'est pas un 1080p, je vais y revenir, bien sûr. Donc, hop, on règle le son. Voilà. Donc, le son est bien véhiculé par ce haut-parleur-là. Vous voyez, je suis en train de l'étouffer volontairement. Voilà. Mais pas du tout par là. Hein. Là, il n'y a rien du tout. Là, c'est non. C'est 0. Ça, c'est bien une entrée micro. Par contre, ça c'est bien l'entrée haut-parleur. Enfin, c'est bien la sortie haut-parleur. Donc, au niveau du son, je vous ai fait écouter tout simplement le haut-parleur, mais je vais mettre un petit peu plus puissant le son. L'image, eh bien l'image est sympathique. Alors l'image, c'est du 720p, donc c'est du HD ready, c'est pas mal, faut pas se plaindre. Pour un écran de 5 pouces sur un téléphone entrée de gamme, c'est tout à fait logique, cohérent, c'est même une bonne affaire. L'écran offre une très bonne luminosité. Là, je suis à 100% pour les besoins de la vidéo parce que vous le voyez avec les reflets. Je suis en train notamment d'avoir deux parapluies photo ici, rien que du côté gauche pour bien allumer en blanc tout le plan. Donc, je suis obligé de monter la luminosité à fond. Mais tout ça pour vous dire que de toute façon, la luminosité, même à 50%, est très très bonne. Donc, c'est un point positif de ce téléphone. Point qui peut être jugé négatif, mais c'est à vous de voir, et de toute façon c'est réglable dans les paramètres du mobile, ce téléphone a, je trouve, un petit manque de contraste. Les couleurs, enfin en tout cas c'est pas du contraste, c'est vraiment les couleurs. Je les trouve pas assez vives, mais ça peut plaire à beaucoup. Voilà, c'est pas forcément... Moi je suis un peu plus fan quand même des couleurs un tout petit peu plus saturées, pas trop saturées non plus, mais un peu plus saturées. Là je trouve que c'est juste un petit peu fade, mais c'est réglable dans les paramètres du téléphone comme je vais vous le montrer. En tout cas la tonalité, elle est réglable dans les paramètres du téléphone. Voilà, la netteté d'image elle est tout à fait correcte, on n'est pas loin des 300 ppp, un pixel par pouce, ce qui est le minimum nécessaire, en tout cas jugé minimum nécessaire pour ne pas voir les pixels à l'œil nu. Donc on est à 294 pixels par pouce, parce qu'on est sur un écran de 5 pouces, en 720p, 1280 par 720p, donc 1280, 720. Voilà, donc l'image est tout à fait bonne, le son, lui, est tout à fait correct. D'ailleurs, le son, maintenant, on va mettre un petit peu de musique, un peu costaud, un peu bourrine. Voilà. Qu'est-ce que je peux avoir de correct là? On y va pour celui-là. Voilà. Donc vous voyez, le son il est bien là. Donc si je mets à fond, donc effectivement le son devient tout de suite très puissant. Donc on a un son qui est puissant, qui aura peut-être tendance à grésiller lorsqu'on le met vraiment à fond, mais il est de bonne qualité. Enfin, bonne qualité, sauf si vous le mettez à fond, ça vous l'avez bien compris, mais il est relativement puissant, il n'y a pas à se plaindre là-dessus, donc c'est un bon son. Un bon son procuré par un haut-parleur. Au niveau de l'écouteur et du jack 3.5, rien à redire dessus, puisque les deux marchent très très bien, et c'est un peu classique aujourd'hui sur les smartphones. Voilà. Position du haut-parleur, vous l'aurez remarqué, elle est assez intéressante, puisqu'elle est sur la tranche inférieure, elle n'est pas au dos du mobile, donc quand vous posez le téléphone sur une table, et bien justement ça donne un son qui n'est pas trop étouffé, en tout cas qui ne l'est pas étouffé. Le son devient étouffé à partir du moment où vous jouez, et que vous êtes un petit peu anxieux, on va dire, et que vous tenez un peu trop fermement le téléphone, comme je vais vous le montrer d'ici quelques instants.
Mais pour le coup, le haut-parleur, sa position est tout à fait bonne et c'est une bonne idée de la part de Wiley Fox, justement. Alors, au niveau des performances de ce téléphone, alors vous le savez, les performances, je les valorise avec plusieurs applications. Antutu, Epic Citadel, etc. Alors, si on prend Antutu V6, alors je l'ai refait plusieurs fois, ce score. Je l'ai refait notamment au moins 3 fois. Et je l'ai fait même en V5. Alors, le dernier scoring que je fais me donne 22 000 et des bananes, sachant que le scoring juste précédent m'avait donné, si je retrouve la capture d'écran, voilà ici, 25 410. Voilà, donc on va arrondir à 24 400. C'est pas mal, franchement, mais ça reste clairement du score d'entrée de gamme. Là, il n'y a pas d'erreur. Au niveau d'Epic Citadel, alors Epic Citadel, qui est une application qui me permet de vous montrer la fluidité d'image. Alors Epic Citadel, on va pas lancer l'application en entier, parce que ça va être trop long. Par contre, on va juste regarder un petit peu, vous allez voir que l'image est fluide. Alors, Epic Citadel, je le teste de deux manières, hein, soit en mode qualité graphique élevée, hein, puisque les deux paramètres sont gérables dans le téléphone. Donc soit mode paramètre graphique élevé, ce qui est le cas ici, soit mode paramètre graphique low, et en fait c'est ultra haute performance. Voilà, donc soit ultra haute qualité graphique, soit ultra haute performance. Alors les scores, ben, ils sont assez éloquents. Alors comme d'habitude sur Epic Citadel, on commence avec on commence avec un score qui reste relativement bas. Là, on pourrait même parler de low frame rate, mais ça s'accélère très rapidement. Et c'est le principe qu'il le fait. Enfin, ce Epic Citadel me fait le coup avec tous les téléphones que je teste. Alors, les deux scores sont 31,8 images par seconde lorsque l'on est sur le mode ultra haute qualité. Donc, il n'y a pas de low frame rate. On arrive à voir suffisamment bien. Enfin, l'image est suffisamment fluide hein, pour vous assurer une image non saccadée. Et lorsque l'on passe en mode haute performance, là on est à 58,3 images par seconde, ce qui vous prouve que ce téléphone est parfaitement capable de faire tourner, de faire fonctionner des jeux 3D. D'ailleurs, parlant de jeux 3D, on va lancer Asphalt 8, et puis je reviendrai sur les composants. Alors Asphalt 8, séquence un peu longue, vous le savez ici, n'hésitez pas à accélérer un petit peu dans la vidéo, parce qu'Asphalt 8, à lui tout seul, rien que le chargement, c'est presque 1 minute. Voilà, donc temps de chargement un peu long. Voilà. Hop. Avec tous ces panneaux de chargement, toutes ces pubs et autres de Asphalt 8. Comme d'hab, hein, j'arrête pas de me répéter à chaque fois. Merci pour la pub donc. Voilà. On y va. Et comme toujours, pas de musique, parce que YouTube n'aime pas justement la musique que vous pourriez utiliser. Notamment dans Asphalt 8, il y a des musiques qui sont soumises à droit d'auteur. Donc si je mets la musique, eh ben, je me fais dégommer ma vidéo. Donc pas de musique pour le coup. Voilà. Voilà. Hein. Bon, on va attendre que le panneau de chargement continue. Asphalt 8 toujours désespérément long. Bon, on va y arriver quand même, tout de même. Voilà. Alors vous allez voir que en jeu, pas de ralentissement. Là, on est en mode qualité graphique élevée hein, sur Asphalt 8, donc on est au maximum. Voilà. Et donc c'est fluide. Bah, c'est fluide, hein, vous le voyez de vous-même. Hein. Les panneaux de chargement ne sont pas forcément très fluides, mais une fois qu'on est dans le jeu, voilà, pas de problème. Voilà. Donc petite séquence de jeu, et on va arrêter sur ce dernier virage. Hop, vous voyez, c'est fluide. Hein. Boum. Allez hop. Donc Asphalt 8 valide justement la qualité graphique de ce téléphone. Alors je vous ai parlé notamment de performance, je vous ai pas parlé des composants, donc il est temps de revenir sur Antutu pour illustrer mon propos. Alors, eh bien ce téléphone, qu'est-ce qu'il a comme composant? Alors il a notamment un processeur qui est un processeur 4 cœurs, hein, qui est un 4 cœurs Snapdragon, c'est donc un Qualcomm Snapdragon 410 8916 précisément pour le modèle, ça parlera aux connaisseurs. Donc clairement c'est un 410 de Qualcomm, donc c'est un processeur plutôt typé début d'entrée de gamme, hein, vraiment début d'entrée de gamme. On est sur un processeur 4 cœurs cadencé à 1,2 GHz, 64 bits. Bon, ok, il fait son taf, hein, de toute façon vous l'avez vu. À côté de ça, on a 2 Go de RAM, ce qui est pas mal du tout, notamment pour le multitâche, et le téléphone gère très bien le multitâche, pas de problème là-dessus. Et on est sur un processeur graphique, vous l'avez probablement rapidement vu ici, qui est un Adreno 306 qui va de pair notamment avec ce Qualcomm Snapdragon 410, qui est logique. Voilà, donc on est sur des composants qui sont tout à fait corrects, qui restent clairement typés entrée de gamme.
En 2015, j'aurais presque pu vous dire moyen de gamme, et en 2016, il est clairement question de composants qui sont entrée de gamme, surtout pour ce prix. Alors, autre notion, justement, quand je parle de performance, qui est assez intéressante tout de même, c'est la mémoire de stockage, ce que l'on appelle faussement la ROM, en tout cas la mémoire de stockage, par opposition à la RAM, la mémoire vive. Alors, la ROM est de 16 Go revendiquée par le constructeur. Sauf que lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, vous le savez, les 16 Go, eh bien, ils fondent un peu comme neige au soleil, parce que le système d'exploitation est installé et que forcément il en prend une part et qu'il y a une petite règle de conversion derrière qui vient toujours vous en piquer quelques-uns des gigas. Donc on est en fait sur les 16 Go, plutôt sur un 12 Go lors du premier démarrage, mais c'est pas très grave parce que c'est largement suffisant, notamment pour les usages on va dire communs, installation de toutes les applications sociales, des réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, etc. Quelques jeux, notamment Asphalt 8 qui à lui tout seul doit peser 1,5 Go à peu près. Voilà, donc on a de quoi quand même installer pas mal de choses, surtout qu'en plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un emplacement micro SD qui vous permettra d'installer vos jeux et vos films, tout simplement, pour pouvoir les emballer avec vous. Enfin, les emballer, les emmener avec vous. Ça, c'est un peu plus français. Donc, du coup, côté mémoire, pour ma part, il n'y a pas de problème. Je trouve que c'est tout à fait correct, notamment 12 Go de mémoire de stockage interne, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait correct, et emplacement micro SD disponible, rien à redire. Alors, il est temps de parler maintenant de la connectivité. Alors, la connectivité, bien sûr, très classique sur un smartphone de cette catégorie. Alors, heureusement, on est en 2016, 2015 est passé. Maintenant, les téléphones entrée de gamme sont tous 4G. Alors, on a quand même de la chance. Donc, on est sur un téléphone qui est bien 2G, qui est bien 3G avec les deux fréquences nécessaires pour la France, et qui est bien 4G. Comme quoi, il a aussi les fréquences nécessaires pour la France. Donc, il est vraiment adapté au marché européen et au marché français en particulier pour nous. En tout cas, c'est ce qui nous intéresse ici. Donc, il est bien doté des fréquences B3, B7 et B20 pour la 4G, 900 et 2100 pour la 3G, il est bien 2G, il est GSM quadriband, donc vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde pour émettre et recevoir vos appels. Donc, on est sur un téléphone qui est bien connecté en 2G, 3G, 4G et GSM. À côté de ça, bien sûr, on a du Wi-Fi, BGN, on a du Bluetooth 4.0, du AGPS. À ma connaissance, pas de GLONASS, pas de Beidou là-dessus, donc c'est du AGPS pur et dur. On a on a de la radio FM. Alors de la radio FM, alors hop, il faut que je la retrouve. Alors pour le coup, la radio FM, impossible de vous la faire écouter là tout de suite. Parce que, dans un test vidéo, c'est pas très très facile. Et deux, de toute façon, il faut brancher le kit piéton. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, il y a bien de radio FM, le kit piéton servant d'antenne, comme d'habitude. Donc il y a bien le radio FM, il y a bien l'emplacement micro SD jusqu'à 32 Go max, c'est ce qui est revendiqué par le constructeur, mais j'imagine parfaitement qu'avec des bonnes cartes micro SD, on peut aller à 64, voire même 128, voire même 200, puisque maintenant c'est le maximum. On a du micro USB ici en bas et du jack 3.5. Bon, grosso modo, on a toutes les fréquences, on a toutes les connectivités qu'il faut, si ce n'est bien sûr pour les plus exigeants, le NFC qui est manquant. Mais encore, je dis ça, puisque le NFC, vous le savez, c'est pas une norme qui est vraiment utilisée. C'est plutôt une connectivité qui aurait pu être intéressante. Malheureusement, les constructeurs n'en ont pas vraiment, n'ont pas su en tirer parti, ce qui est un peu dommage. Et on n'a pas d'infrarouge non plus, ce qui n'est pas non plus dommage, puisque finalement, ce téléphone n'aurait pas pu servir vraiment l'infrarouge, ça permet d'utiliser un téléphone en télécommande, pour sa télé notamment, mais vous l'avez vu, utiliser son téléphone en tant que télécommande, c'est pas forcément utilisé par tout le monde. En tout cas, même moi, mes téléphones perso ont régulièrement de l'infrarouge, et pourtant je les j'utilise pas. Franchement, changer la chaîne de ma télé avec une télécommande, qui est en fait mon smartphone, bon, c'est pas mon truc. Après, c'est peut-être vous êtes peut-être concerné, d'ailleurs si c'est le cas, mettez-le dans les commentaires. En tout cas, moi, ça ne me concerne pas, en tout cas, ça ne m'impacte pas. Alors il est temps de parler du DAS, notamment lorsque je parle de la connectivité. Et alors la mauvaise information, c'est que je n'ai pas d'information. C'est ça le problème. C'est qu'on est bien sur un téléphone qui est commercialisé pour l'Europe, mais à date, je n'ai toujours pas d'information sur le DAS. Alors si jamais justement j'arrive enfin à avoir le DAS de ce téléphone qui normalement doit être certifié DAS pour être commercialisé en Europe, et j'imagine mal que Wiley Fox se fasse une impasse là-dessus, eh bien, normalement, ce DAS, dès que je l'ai, je vous le mettrai dans les annotations de cette vidéo et notamment dans la description et en annotation sur la vidéo. Je le mettrai aussi dans l'article de test. Enfin bon, quoi qu'il en soit, pour le moment, j'ai pas de DAS, donc je peux pas dire si ce téléphone est bon ou mauvais. Après, d'un autre côté, sur un téléphone de cette catégorie-là, ça m'étonnerait qu'on soit sur un DAS explosif à plus de 1 watt par kilo. Mais bon, voilà, j'ai pas de DAS, donc je peux pas m'engager et je m'engagerai donc pas. Voilà. Donc système d'exploitation, il est temps de passer à la deuxième grande partie de ce test, vous le savez, c'est matériel et opposition à logiciel. Le système d'exploitation, c'est du cyanogène. Alors cyanogène, c'est pour certains une ROM, pour d'autres c'est une grosse surcouche. Alors c'est un peu entre les deux, c'est vrai que on est quand même sur le système d'exploitation qui est vraiment bien customisé, mais ça se base quand même sur Android. Donc finalement, on reste toujours avec les usages habituels d'Android avec un petit plus.
notamment au niveau du design, au niveau de l'ergonomie, au niveau des fonctionnalités. On a du plus. Alors ça change un petit peu de l'Android stock qui n'est pas terriblement beau, c'est vrai, mais qui a au moins le mérite d'être stock, c'est-à-dire pas gourmand et d'être réduit à son strict minimum. Ici, on est juste au-dessus du stock, avec un système d'exploitation qui a été bien retravaillé, bien designé avec des icônes. Alors, petite parenthèse d'ailleurs, ces icônes, ces fonds d'écran, vous pouvez en changer à loisir. Alors ça, c'est pas nouveau, bien sûr qu'on peut changer son fond d'écran avec n'importe quel Android, mais sauf que ici, c'est commercialisé, entre guillemets commercialisé, parce qu'il y a des gratuits, sous forme de thèmes. Voilà, donc vous pouvez télécharger des thèmes, il y en a beaucoup qui sont gratuits d'ailleurs pour le coup, hein, même pas besoin de lâcher des euros. Et d'ailleurs, j'ai regardé rapidement la section premium, hein, qui est en fait la section payante. Bah, il faut savoir qu'en fait ils sont quasiment pas vendus. Donc, et c'est pas très étonnant, hein. Donc finalement il y a bien un magasin de thèmes, il est payant pour une partie, mais la partie payante n'est absolument pas utilisée par les consommateurs et les utilisateurs, ils sont tous sur la partie gratuite. Ce qui dans l'absolu ne m'étonne pas. Donc on a bien un magasin de thèmes, qu'est-ce que l'on a d'autre? Ben, on va faire un petit tour. Alors, vous l'avez vu, navigation assez classique ici, panneaux qui se suivent, rien à redire là-dessus. Menu en profondeur notamment, donc on n'est pas sur une ergonomie à la chinoise où on n'a pas de panneau de menu. On a bien de la profondeur ici, donc on n'est pas à la chinoise. Hein. C'est pas négatif, hein, ce que je suis en train de dire. C'est que notamment les systèmes d'exploitation et surcouches chinoises sont sur des notions de panneaux d'accueil qui se suivent, successifs. Jamais de profondeur de navigation. Ici, on a de la profondeur de navigation, on est sur un Android qui a été retravaillé. Alors, notamment, vous le voyez, au niveau des applications, elles sont toutes classées par ordre alphabétique. C'est malin, ce genre de choses. Vous voyez, ça, c'est pas mal. Donc, si on va dans les paramètres, je vais essayer de retrouver un petit peu tout ce qui est nouveau. Alors, ah si, il y a Audio FX. Alors, Audio FX, c'est pas mal. Audio FX, déjà, ça vous permet notamment, lorsque vous écoutez de la musique via le haut-parleur, de régler un equalizer tout à fait automatiquement. Voilà, vous choisissez un mode equalizer et ça va tordre le son en fonction de votre préférence. Ce qui veut dire qu'en fait, vous allez booster les basses, ou les aigus, ou les médiums, ou les mettre plus bas. Enfin voilà, vous allez régler ce genre de son, notamment avec des equalizers qui sont prédéfinis. Vous avez la possibilité aussi de ne pas utiliser ce mode. Hein. Il y a on-off, hein. Vous pouvez l'activer ou ne pas l'activer. Et si vous utilisez un casque, vous avez la possibilité aussi d'accéder à deux options supplémentaires, un boost de basse et une sorte de son spatial, virtualizer. Donc bon, ce sont les deux modes supplémentaires pour les écoutes avec casque. Vous voyez, donc vous avez un equalizer qui est proposé par défaut, pas mal, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Eh bien ici par défaut c'est tout. On va rentrer dans les paramètres, ça va me permettre notamment de vous montrer les à propos. Et c'est là où on va notamment regarder que l'on est bien sur un système d'exploitation qui est un... Hop, allez, hop, je vais essayer de faire un petit focus de la caméra là-dessus. On est bien sur un Android 5.1.1, d'ailleurs qui a été mise à jour, la dernière mise à jour de ce téléphone date du 1er janvier 2016, au moment auquel je fais cette vidéo. Hein. Après, si vous regardez cette vidéo en mars, février ou avril ou autre, vous verrez que ça se trouve, il y aura d'autres mises à jour. Enfin bon, à date, au moment où je fais ce test, c'est les dernières mises à jour. Et on est bien sur une version de Cyanogen, qui est la version 12.1.1. Voilà, donc on est bien sur du Cyanogen qui se base sur du Android. Et justement, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, qu'est-ce que l'on peut trouver d'autre comme fonctionnalité? Eh bien, notamment, on a, hop, il faut que je retrouve quand même un petit peu, affichage et voyant. Dans affichage et voyant, il y a Live Display. Alors, Live Display, justement, ça vous permet de gérer des profils de couleurs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez la possibilité de régler un petit peu mieux la tonalité couleur. Mais vous avez aussi la possibilité de gérer, hop, la température de la couleur. Donc ce qui veut dire la température, c'est quoi? C'est soit teinter le téléphone vers le bleu, soit de le teinter vers le rouge. Et ici, en fait, c'est plutôt dans le sens inverse. Vous voyez, rouge à gauche, bleu à droite. Et même en le réglant en fonction de l'heure. C'est-à-dire que la partie jour, vous pouvez la régler plutôt avec une teinte vers le bleu, alors que la partie nuit, vous pouvez la régler plutôt avec une teinte vers le rouge. Voilà, donc si je fais ça, l'écran va devenir beaucoup plus rouge. Vous voyez? Donc là, je suis vraiment au maximum. Si je le teinte par là-bas, là, le téléphone devient vraiment bleu. Voilà, donc c'est une des fonctionnalités supplémentaires de ce téléphone. Au niveau, donc ça s'appelle de la fonction Live Display. Vous avez aussi un mode autonomie, un mode luminosité automatique. Mais enfin bon, ça c'est pas spécifique à Cyanogen. Vous avez la possibilité de caster l'écran, ok, d'accord, ça pourra parler et plaire à certains. Et vous avez aussi la possibilité de changer les couleurs, voilà, j'y arrive. Les couleurs de la LED de notification qui se trouve ici. Voilà. Et vous l'avez vu, hop, la LED s'est allumée pour le besoin de cette petite démonstration. Mais pour le coup, je peux changer la couleur de la LED. Voilà, vous voyez? Là, je suis en train de la changer.
Alors petite particularité, la LED n'est pas strictement fidèle à la couleur que vous allez définir ici. Vous voyez, il y a quand même un petit peu de jeu à trouver, mais voilà, vous pouvez changer la couleur de la LED, puisque c'est une LED RVB, et vous voyez, vous pouvez tout à fait vous amuser avec ça, voire même carrément décider de ne pas mettre de bleu ou autre, vous pouvez carrément la mettre en blanc, en tout cas essayer de la mettre le plus blanc possible. Voilà. Et donc ça, vous pouvez le faire pour n'importe quel mode. Ah zut, je l'ai laissé allumé. Alors on retourne dans les paramètres, affichage et voyant, voilà, on va essayer de retrouver ça quand même. Hein. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était encore une bonne petite note proposée par Cyanogen. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce téléphone? Eh bien, on a donc la possibilité d'avoir un Privacy Guard, une protection des données. Alors, ça veut dire que ça, qu'est-ce que c'est que en fait Privacy Guard? Eh bien, dans les paramètres confidentialité du téléphone. Alors, paramètres, confidentialité du téléphone, on y va. Il est possible de définir notamment des applications qui n'auraient pas accès à vos données. C'est-à-dire qu'à chaque application, mais vous pouvez désactiver ou activer ce mode, hein, c'est au choix. Hein. Ça, c'est la particularité de Cyanogen, je fais une parenthèse, c'est que Cyanogen vous donne toujours la possibilité d'activer ou de désactiver les options. Bon, ça c'est une bonne note. Donc vous avez la possibilité de l'activer ou pas. Si vous l'activez, chaque application va vous demander votre droit, votre autorisation pour accéder notamment à vos données. Donc ça s'appelle Privacy Guard, protection des données, et c'est donc une fonctionnalité Cyanogen qui n'existe pas que sur Cyanogen, heureusement, puisque vous pouvez aussi avoir des applications Android qui font exactement la même chose, mais bon, par défaut, c'est dedans. Vous avez aussi une application qui s'appelle Truecaller, ce qui veut tout simplement dire que quand quelqu'un vous appelle, le téléphone va checker dans une base de données si le numéro est un numéro authentifié, si le numéro porte des informations et si le numéro n'est pas un numéro de spam. Auquel cas, si c'est un numéro de spam, ça va rejeter l'appel. Alors il faut savoir que Truecaller, c'est avec mon très bon accent, c'est une bonne option, mais malheureusement c'est une option qui se base sur une base de données qui est américaine. Et le problème, c'est que la base de données américaine, forcément, ne connaît pas tous les numéros de spam de la France. En fait, c'est une base de données qui va s'enrichir en fonction des utilisateurs, assez logique. Et ben voilà, il faut juste compter sur les utilisateurs francophones, pour vous par exemple, pour bien espérer justement avoir un Truecaller avec mon très bon accent, qui puisse justement rejeter les appels spam. Donc vous l'avez compris, c'est une bonne option, mais la base de données sur laquelle elle s'appuie est typiquement américaine. Donc pour le coup, on est ici sur du franco-français, voire même sur de l'européen plus largement, et donc c'est un peu dommage, puisque la base de données n'est pas la bonne. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur cette notion-là, c'était une bonne idée, mais c'était une bonne idée qui n'est pas vraiment exploitable ici, ce qui est un peu dommage. Voilà. Donc là, je viens de vous faire un petit peu le tour de tout ce qui est apporté comme grosse originalité par Cyanogen. Il y a d'autres choses, hein, il n'y a pas que ça, hein. Mais bon, là, j'ai essayé d'extraire les principales informations, les principales fonctionnalités, les principales applications. Alors, il est temps de passer à l'usage et de vous dire ce que je pense notamment. Alors, pas du lecteur MP3 vidéo, parce que de toute façon, ça vous l'avez vu, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, j'ai mis VLC. Bon, on va pas s'attarder sur les fonctions de base d'un smartphone. Je dis de base, mais d'un smartphone, c'est-à-dire appeler, SMS, email, page web, lecteur MP3 vidéo. Ok, même les jeux 3D, je vous l'ai montré tout à l'heure, on va pas s'attarder là-dessus. On va s'attarder notamment sur deux aspects. Alors, le premier aspect, c'est les capteurs photo. Donc 13 mégapixels à l'arrière, double flash LED, et 5 mégapixels à l'avant pour le mode selfie, pas de flash LED. Alors, si on y va, oui on y va quand même, c'est un peu le but. Donc si on prend le capteur photo dorsal, 13 mégapixels, hop, autofocus assez efficace, assez précis, vous l'avez vu, il se place vite. On prend une photo, tac, ça y va. Donc le capteur photo frontal n'est pas mauvais. Il prend des photos 13 mégapixels en format 4 tiers, donc c'est des formats, l'Homotecy que je viens de vous donner, c'est du 4 tiers, c'est pas du 16/9. Ça peut être contraignant pour certains. Personnellement, je suis pas fan du 4 tiers, mais c'est pas très grave. Vous avez la possibilité de régler notamment le nombre de mégapixels, la qualité, le niveau de compression donc de la photo. Hop, je sais pas si on le voit ici, si peut-être. Ouais, là c'est un peu mieux là. On arrive à voir notamment le viseur plein écran. Voilà, bon, quelques petites options, notamment la mise au point du tactile, ok. L'anti-sight immense qui est pas mal. Petite parenthèse, le capteur dorsal prend des vidéos aussi, des vidéos qui sont fluides en 1080p, tout simplement. Alors, pour le capteur photo frontal, on est sur un capteur photo frontal, salut la caméra, qui fait 5 mégapixels.
Alors même chose, vous avez des options, vous pouvez gérer notamment, alors 4,9 format 4 tiers, vous pouvez gérer la qualité, etc. C'est exactement les mêmes niveaux de fonction que vous aviez pour le capteur dorsal. Le 13 mégapixels prend des bonnes photos. Le 13 mégapixels prend des bonnes photos. Le 5 mégapixels prend des photos qui sont tout juste convenables. Mais d'un autre côté, c'est logique. On est sur un capteur photo frontal qui est là pour des selfies. 5 mégapixels, c'est encore pas trop mal. Bon, aujourd'hui, 2015-2016, on arrive quand même à avoir des 8 mégapixels, voire même plus. Il y a des téléphones qui sont très typés selfie. C'est pas le cas ici du Wiley Fox Swift, qui lui est typé plutôt smartphone classique, on va dire. Le capteur dorsal 13 mégapixels, d'ailleurs pour information, est un capteur photo Samsung, c'est revendiqué par le constructeur. D'ailleurs la référence précise, c'est S5K3M2, super, ça vous dira pas grand chose, moi non plus. Ça parlera surtout aux connaisseurs avisés, ceux qui savent même quelle est la référence précise d'un capteur photo d'un téléphone par rapport à un autre. C'est pas mon cas, moi j'ai besoin de mes fiches, et ma petite fiche qui est devant mes yeux m'apprend cette référence qui n'est pas très utile en soi. Quoi qu'il en soit, c'est bien un capteur Samsung qui est reconnu quand même pour la qualité de ses capteurs photos. Ici, on est donc sur un bon capteur 13 mégapixels qui prend des bonnes photos. Parenthèse, donc vous pourrez retrouver sur l'article de test publié sur le site de Top 4 Phone, donc n'hésitez pas à cliquer, d'ailleurs il y aura une annotation par ici. En haut à gauche de cette vidéo, là, il doit y avoir une annotation. Vous cliquez sur l'annotation, vous tombez sur l'article de test et vous avez 2 échantillons photos qui vous permettent de vous faire votre propre idée. Perso, je vous l'ai dit, capteur dorsal, je le trouve pas mal. Capteur photo frontal, correct pour un capteur photo frontal. C'est-à-dire que ça aurait été un dorsal, j'aurais dit qu'il était mauvais. Comme c'est un frontal pour prendre des selfies, pour faire rigoler les potes avec des MMS, des photos Facebook, du Snapchat, etc. Bon, ok, ça va, ça passe. Bon. Ça, c'était donc pour les capteurs photo. Vous ferez votre propre idée en allant sur le site. Je vous le rappelle. Pour la batterie, alors la batterie, je vous l'ai montré tout à l'heure, une batterie extractible de 2500 mAh. Alors l'autonomie de ce téléphone, elle est plutôt moyenne, même plutôt en dessous de moyenne. Hein. C'est pas cata, mais c'est vraiment bof, quoi. On est sur une batterie de 2500 mAh, 1 heure de vidéo avec 50% de son, toutes les connectivités ouvertes, 50% de luminosité, donc c'est-à-dire un mode tout à fait classique. On est entre 22 et 24% de batterie consommée. Ce qui fait que le téléphone va peiner si vous l'utilisez en usage standard, c'est-à-dire 2 heures par jour avec de l'appel, du SMS, un peu de jeux vidéo, un peu de vidéo, un peu de MP3, 2-3 heures d'utilisation. Vous allez avoir du mal à atteindre la journée avant la recharge. 2 jours, impossible. Ne cherchez pas, vous n'arriverez jamais à faire 2 jours de fonctionnement sans recharge avec ce téléphone. C'est pas possible, c'est infaisable. 1 jour et demi, ça relève déjà du rêve. Mais 1 jour, c'est tout juste. C'est vraiment la limite de ce téléphone. Il arrivera à la limite du 1 jour. Voilà, donc l'autonomie est probablement un des points négatifs de ce téléphone, en tout cas selon ma propre phase de test, puisque finalement je l'ai trouvé un petit peu trop léger au niveau de l'autonomie, ce qui est un petit peu regrettable, puisqu'on le sait, c'est quand même un des critères principaux recherchés aujourd'hui par les consommateurs, vous, moi, probablement. Voilà, donc il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense du Wiley Fox Swift. Est-ce que c'est un bon mobile ou un mauvais mobile? Alors répondons déjà à cette question, est-ce que c'est un bon mobile ou un mauvais mobile? C'est un mobile plutôt bon, mais je vais dire plutôt correct en fait. On n'est pas sur quelque chose de bluffant, on est sur un mobile qui en propose pour son argent, pas beaucoup plus. Il est tout à fait correct. Il n'est pas bon, il est normal. Il est standard pour son prix. Comme je l'ai dit, le dernier détail que je lui ai trouvé quand même de négatif, c'est malgré tout l'autonomie qui est relativement faible. Après, si on a envie d'être tatillon sur les points négatifs, on a aussi le fait que l'on ne peut l'acheter aujourd'hui que sur Amazon, sur l'espace de vente officiel de Wiley Fox sur Amazon. Ça aussi, ça peut en embêter plus d'un, donc c'est vraiment une marque uniquement web. L'autre détail, c'est que la boîte a un contenu qui est vraiment extrêmement famélique. D'ailleurs, je suis même étonné que ce téléphone ait le droit d'être vendu avec un contenu de ce type-là, puisqu'il n'y a pas de chargeur, il y a juste le câble USB, micro USB, il n'y a pas l'adaptateur secteur, ce qui normalement est interdit. Voilà, et de mémoire, je ne sais même pas si on a un kit piéton, mais j'avais trouvé le contenu très famélique. D'ailleurs, je vous engage à regarder la vidéo de déballage, mais c'était pas terrible. Ouais, on a le kit piéton et puis on a même... Non, on n'a même pas le kit piéton, on a juste le câble USB, donc ouais, c'est bien ça. Donc je vous engage à regarder la vidéo de déballage, mais franchement, l'emballage est famélique, la boîte est famélique, le contenu, pardon, de la boîte est famélique. Donc je vous ai donné 3 points négatifs. Autonomie, contenu de la boîte très famélique et uniquement achetable sur Amazon. À vous de voir si c'est vraiment des défauts pour vous. Après, adaptateur secteur, en théorie, tout le monde en a aujourd'hui. Hein. Mais bon, et kit piéton aussi, en théorie, tout le monde en a, puisque maintenant, on est plus sur un marché de renouvellement que sur un marché de primo-accédant. Mais bon, quoi qu'il en soit, je trouve ça un petit peu dommage. Clairement, je vous le dis, je trouve ça dommage. Après, de l'autre côté, on est quand même sur un téléphone qui a pas mal de bons points. On est sur un téléphone qui a un design arrière assez sympa, un design avant plutôt fade. Mais en tout cas, voilà, il y a de la recherche au niveau du dos.
Il est bien construit, il est bien assemblé, il n'y a pas de jeu dans les éléments, pas de cliquetis disproportionné dans les boutons. L'écran est un bon 720p qui marche bien, qui fait bien son taf. Le son tout à fait correct, la connectivité 4G tout à fait bonne. Le système d'exploitation, c'est là aussi son originalité, c'est un cyanogène et c'est assez sympathique. D'ailleurs, pour ceux qui veulent se faire une bonne idée de cyanogène sans router un téléphone pour l'installer, voilà, du cyanogène, on va dire entre guillemets stock, installé par défaut dans un mobile, c'est un bon moyen justement de se mettre dans cette ROM. Voilà, c'est une ROM sympa. Bon, il y a des bonnes innovations dedans, des bonnes petites idées, donc ça, clairement pour moi, c'est un point positif. Autre point positif, le capteur photo dorsal qui marche très bien, le capteur photo frontal qui est tout à fait cohérent. Voilà, bon, grosso modo, je vous l'ai dit, hein, quoi, on est sur un téléphone qui reste tout à fait sympathique, adapté à son prix, qui nécessite quand même, lorsqu'on va l'acheter, certaines concessions, et je vous les ai exposées, mais pour le reste, le bilan est quand même plutôt positif. On est sur un moyen plus, c'est pas le téléphone de l'année, je vais pas m'emballer dessus, je vais clairement pas dire que c'est le téléphone pour lequel voilà, j'ai vraiment de l'envie, quoi. C'est un téléphone qui est sympathique, limite séduisant en raison de son design, etc. Mais voilà, c'est cyanogène surtout. Mais voilà, on va s'arrêter là pour cette notion de conclusion. Mais vous l'avez compris, je trouve le téléphone sympa. Je suis pas hyper emballé, mais je le trouve tout à fait cohérent. Et il y a juste l'autonomie quand même qui m'embête un petit peu. Et c'est la troisième fois que je me répète sur cette notion-là. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Pas grand-chose finalement. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Bien oui, vous l'avez compris, c'est la fin de cette vidéo, c'est la conclusion de la conclusion. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à commenter le test en lui-même, mais aussi le téléphone. Qu'est-ce que vous en pensez? Lâchez-vous dans la zone de commentaires, balancez les coms, ça nous fera plaisir. N'hésitez pas aussi, tout simplement, à interagir avec nous, que ce soit aussi sur YouTube, bien sûr, mais aussi sur le site, où sera repris la vidéo de test, elle sera republiée aussi sur le site, mais aussi sur notre forum Facebook et Twitter. Voilà, il y a plein d'endroits où vous pouvez nous retrouver, interagir avec toute l'équipe de Tough for Phone. Moi, je vous remercie encore une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, bien sûr, pour d'autres vidéos de tests, de déballage, de présentation, d'interviews, etc. Comme toujours chez Tough for Phone. Et petit détail, n'hésitez pas, bien sûr, faites-nous plaisir à vous abonner à la chaîne YouTube. Là, c'est un petit bouton par ici. Là. Allez, vous cliquez dessus, ça fait un abonnement de plus pour Tough for Phone. Et nous, ça nous motive à faire toujours plus de vidéos. Voilà. Merci encore une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ouais, voilà, allez, à bientôt. Ciao, ciao.